Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si je vous dis Ubisoft, Electronic Arts, Microsoft, Activision, PlayStation Studio, vous pensez immédiatement aux jeux vidéo. Mais ces entreprises, elles ont aussi en commun d'avoir été parmi les dizaines d'entreprises du secteur à avoir licencié ces dernières années. Entre 2023 et 2024, c'est plus de 20 000 salariés qui ont perdu leur emploi dans un secteur qui a pourtant généré plus de 187 milliards de dollars en 2024. Un chiffre en hausse pourtant par rapport à 2023. Pour comprendre, on accueille aujourd'hui Pierre-Étienne et Jason du STJV, le syndicat des travailleuses et des travailleurs du jeu vidéo, qui appelle à une grève générale du secteur le 13 février prochain. On décrypte tout ça maintenant. Alors bonjour Jason, bonjour Pierre-Étienne. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Ouais, donc moi je m'appelle Pierre-Étienne Marx, je travaille chez Ubisoft Paris en tant que directeur technique narration. Je suis élu au comité social et économique depuis maintenant 6 ans et je fais partie de la section STJV sur place. Bonjour, moi je m'appelle Jason, je suis designer dans le jeu vidéo et je suis militant au STJV depuis 3 ans déjà. Alors vous êtes tous les deux membres du syndicat des travailleuses et des travailleurs du jeu vidéo, le STJV, qui a été créé en 2017, qui revendique aujourd'hui, je crois, 1 millier d'adhérentes et d'adhérents, ce qui représente à peu près 10% des employés directs du secteur en France. Alors le secteur du jeu vidéo et le syndicalisme, c'est pas forcément deux choses qu'on a l'habitude de voir ensemble. Pourtant, c'est un secteur qui reste marqué par une culture un peu particulière, celle du crunch, celle des nuits, des week-ends passés à peaufiner des jeux. Parce qu'après tout, quand on aime le jeu vidéo, on compte pas ses heures, encore moins ses heures sup. Alors peut-être en particulier pour celles et ceux qui seraient un peu éloignés des syndicats, à quoi ça sert un syndicat des travailleuses et des travailleurs du jeu vidéo ? En fait, un syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, ça sert à d'abord se rassembler, parce que on est dans une industrie qui est assez déterminée à faire en sorte que notre carrière, notre rapport au travail soit plutôt individuel plutôt que collectif, alors que on est quand même dans une industrie qui est créative et on travaille tous ensemble, donc c'est un peu normal aussi qu'on veuille prendre en compte tout ce qui est autour des conditions de travail de manière collective et pas individuelle. Ça sert du coup à, quand on se rassemble, à instaurer un rapport de force et à faire de la représentativité dans les entreprises à travers tous les moyens légaux, les CSE, etc. Bonjour le chat. Il va être là parce qu'on est en train de parler. Et du coup, donc ça c'est le principe même du syndicat, c'est d'unir ses forces et de commencer à faire en sorte d'avoir des acquis sociaux au fur et à mesure via les moyens légaux. Et puis après derrière, ça va permettre aussi de parler de plein de sujets différents dans l'industrie qui sont pas forcément abordés en changement de genre de paradigme, comme des choses qui peuvent être du travail du syndicat de base, comme les conditions de travail, mais ça va être aussi parler par exemple des financements publics et privés, des écoles de jeux vidéo, tout ça. Enfin, c'est plein de problématiques qu'on identifie et sur lesquelles on pense qu'il faut avoir une voix, parce que sinon on est vraiment pris par l'état des lieux, en fait. Est-ce que tu veux ajouter un mot, Pierre-Étienne ? Non, je pense qu'effectivement le travail de syndicalisation, tu l'as dit, le milieu du jeu vidéo, c'était à peu près un désert quand le syndicat s'est créé en 2017. Le travail qu'on fait, c'est sensibiliser les gens, c'est leur montrer qu'en fait, c'est pas parce que la notion de syndicat est ancienne qu'elle est forcément désuète. Il y a aussi tout un travail à faire pour combattre une logique antisyndicale qui s'est faite sur des années et des années, pour un tas de raisons qui seraient trop longues pour exposer aujourd'hui, mais et qu'en fait c'est aussi une façon, et je pense que ça fera une bonne introduction pour la partie suivante, de remettre un peu en cause
les équilibres au sein des entreprises et sur la répartition des profits. Alors ces derniers mois, l'actualité du jeu vidéo en France, ça a été particulièrement marqué par justement plusieurs plans sociaux, notamment chez Ubisoft, chez Dontnod, où il y a eu une grève qui a été particulièrement suivie. Et s'ajoute à ça aussi des sujets sur les conditions de travail, notamment un procès pour harcèlement moral et sexuel chez Ubisoft qui doit débuter en mars de cette année. Alors peut-être avant de revenir un petit peu, si vous voulez, sur ce cas particulier, mais globalement, comment va l'industrie du jeu vidéo en France d'un point de vue des travailleuses et des travailleurs, bien sûr. Alors ça c'est un peu voilà, c'est que effectivement ça dépend du point de vue parce que financièrement c'est une industrie qui continue à faire des profits, c'est une industrie qui continue à faire beaucoup d'argent. Donc alors, on parle régulièrement dans la presse etc. d'une crise du jeu vidéo. En fait, c'est pas une crise du secteur, c'est pas une crise financière, c'est une crise de l'emploi. Et c'est une crise de l'emploi parce que les entreprises veulent continuer à dégager des marges complètement indécentes. Il faut savoir que on est dans une industrie où on nous explique que faire des marges à 2 chiffres, c'est pas forcément suffisant, que 13% c'est pas beaucoup de marge. Donc moi régulièrement quand je suis en CSE avec des gens des finances en face, je leur dis mais vous avez parlé à des gens de Renault pour leur expliquer que 13% de marge c'est pas beaucoup parce que je pense qu'ils vont vous rire au nez quoi. Enfin c'est juste hallucinant. Donc on est dans une industrie, dans la tech, dans le numérique où effectivement les valeurs sont complètement faussées. Et en fait, on est dans une industrie où finalement on nous parle de crise parce que on n'a pas aujourd'hui le même rythme de croissance et de profit que ce qu'on pouvait avoir pendant la période Covid. Et ça, on nous le dit souvent, on nous dit oui, mais voilà, bah oui, mais en fait en 2020 tout le monde était enfermé chez lui, donc c'est sûr que on a capté quelques revenus additionnels de gens qui ne pouvaient pas aller au théâtre, au cinéma, faire du sport ou que sais-je. Et donc aujourd'hui, on est revenu à un rythme de croissance qui correspond à peu près, quand on extrapole, à ce qu'on avait pré-Covid. Donc un rythme tout à fait raisonnable avec de la croissance, etc. Mais évidemment, tout ça c'est pas assez. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une bulle d'investissement pendant le Covid, où des investisseurs sont arrivés et on dit cette industrie, elle fait plein d'argent parce que en 2020, il y a eu des profits monstrueux. Donc, on va mettre beaucoup d'argent en s'attendant à avoir des rentabilités de 20-25%. Enfin, voilà, des choses complètement absurdes. La crise de l'emploi qu'on constate et qui est réelle, c'est une crise qui est en fait générée par cette recherche des profits. En 2023-2024, il y a eu à peu près 10 000 licenciements sur le monde. Faut savoir que, par exemple, en France, 10 000 emplois, c'est à peu près la taille du secteur du jeu vidéo tout court. Donc, c'est monstrueux. Il y a une logique qui consiste à dire oui, mais c'est pas grave, on licencie, mais les gens retrouveront ailleurs. En pratique, on le voit que c'est de moins en moins vrai. On voit beaucoup de gens qui commencent à dire ça fait 6 mois, 9 mois, 1 an que je suis au chômage ou juste que j'ai pas d'emploi. Donc ça, c'est une vraie difficulté. En France, on est effectivement un peu plus protégé de ça. On a peut-être un peu moins les effets des pics et puis on a un peu moins les effets, des plus bas. Mais on le voit quand même se pointer. On voit des studios perdre leur financement et du coup fermer ou licencier, etc. On a effectivement le plan de licenciement à Dontnod qui visait quasiment un tiers de l'entreprise et qui est en fait en plus fait en dépit du bon sens parce que nos camarades l'ont répété dans leurs appels à la grève, mais c'était un plan de licenciement qui mettait en danger en fait les projets en cours. Et donc on a un côté complètement court-termiste qui consiste à dire je vais gratter 6 mois de runway pour l'entreprise, mais en fait je détruis ses perspectives à moyen et long terme. Ça rejoint un peu les constats qu'on fait régulièrement sur le côté où on est une industrie dont le financement est très financiarisé et donc on parle à des gens qui regardent des fichiers Excel et qui réfléchissent pas un quart de seconde à ce que représente le produit qu'on essaye de faire et de vendre et qui est censé être la façon dont on fait de l'argent dans cette industrie. Et ça, c'est la vraie difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à remettre un peu ça sur le tapis et de rééquilibrer un peu cette balance. Lors d'une conférence de presse en début d'année, le STJV a appelé à une grève générale du secteur du jeu vidéo pour le 13 février prochain. Si je dis pas de bêtises, ce genre d'appel, c'est totalement inédit dans ce secteur. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment sur les revendications ? Ouais. Du coup, notre première revendication, ça va être l'annulation des licenciements.
dans toute l'industrie française, notamment parce que, comme on vient de le dire juste avant, la plupart de ces licenciements, en fait, ils ne sont pas justifiés par des chiffres et par une transparence en fait, l'entreprise a vraiment besoin de ces licenciements et en fait, elle paye, ou bien parce que, en fait, souvent, c'est quelque chose qui met en danger la santé de l'entreprise sur le plus long terme, et donc quelque chose qui ne servira pas à sauver l'entreprise de toute façon. Donc, ces licenciements-là, en fait, on a besoin d'avoir des comptes avant que de dire que c'est les travailleurs qui vont subir des mauvaises gestions, etc. Donc, c'est pour ça que c'est notre première revendication. Du coup, derrière ça, et pour compléter, la deuxième revendication, c'est une transparence sur les finances des entreprises. On vit dans un secteur où des entreprises sont très contentes d'afficher au public des profits records, de faire de grandes communications sur les millions d'unités qu'ils ont vendues de tel ou tel jeu. Mais pour autant, on constate, nous, sur le terrain, qu'en fait, quand on demande juste d'avoir au CSE une visibilité sur les finances des entreprises, il y a un blocage monstrueux. Chez Ubisoft, en début d'année, on a lancé un droit d'alerte économique qui était déjà justifié par un certain nombre d'inquiétudes qu'on pouvait avoir et qui a été encore plus justifié par un certain nombre d'annonces du PDG juste après. Ubisoft a licencié plusieurs centaines de personnes dans le monde il y a encore quelques jours, à Düsseldorf, en Angleterre notamment. De manière générale, Ubisoft a licencié des centaines de personnes. C'est peut-être moins que les plus gros scores sur l'échelle des enflures de l'industrie, mais néanmoins, nous, ça nous inquiète aussi pour les 4000 emplois que ça représente en France. Et là-dessus, on nous met un gros bloc et on nous dit non, vous n'avez pas à savoir où en est le groupe, alors que c'est un droit garanti par la loi. De manière générale, il y a la question du partage des bénéfices. On en a un petit peu parlé avant. On est dans une industrie qui fait beaucoup d'argent. On est dans une industrie qui fait un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros en France. Je crois que c'est les chiffres 2022, si je dis pas de bêtises. Donc, on est dans une industrie où, certes, certaines entreprises individuellement peuvent être en difficulté, hein, ça c'est comme tout, mais où globalement, de l'argent, il y en a. Et pour autant, on est dans une industrie où en fait les gens sont souvent sous-payés par rapport à leur niveau de diplôme, sans même parler d'aller chercher des compétences particulières ou quoi que ce soit, juste en se comparant par exemple à des bac+5 à peu près similaires sur le marché de l'emploi. Ça, c'est parce que c'est une industrie passion, etc. Enfin bon, ça a été dit et redit plein de fois, mais effectivement, il y a plein de raisons qui font que les gens négocient peut-être un petit peu moins. Pour autant, c'est pas normal en fait. Et pour nous, c'est important de redresser cette barre. Du coup, tu parlais de effectivement la transparence, et ce qui en découle, c'est effectivement le partage de la valeur. Donc, la revendication, elle est assez simple, c'est que comme c'est les travailleurs qui créent la valeur dans l'industrie, on aimerait bien avoir quand même une base de partage de la valeur qui soit commune, et qui puisse en fait remettre les travailleurs au centre des gains, et pas les actionnaires, et essayer de un peu contrecarrer la financiarisation des entreprises. Donc voilà, au niveau du partage de la valeur, c'est ça, et puis ça permet aussi d'avoir une meilleure part de responsabilité dans la réussite de son entreprise, etc. Parce que le problème actuel, c'est que quand il y a des gains qui sont faits, donc la valeur n'est pas partagée. Mais par contre, quand il y a des pertes et des mauvais résultats, ce sont les travailleurs qui prennent et qui sont licenciés, etc. Donc il y a un peu un double standard vis-à-vis de la répartition du partage de la valeur dans les entreprises. Derrière, il y a aussi une question importante pour nous, c'est d'organiser les productions différemment. En fait, aujourd'hui, on est désorganisé dans le jeu vidéo. Les productions, en fait, ont souvent une vision extrêmement court terme. Il y a aussi une relation très toxique entre studio et éditeur, en fait, où le studio va survendre son projet pour que l'éditeur débloque de l'argent, et l'éditeur va attendre, en fait, qu'on lui survende le projet, va parfois avoir des attentes complètement irréalisables,
voir en fait chacun sait en fait dans ce jeu de dupes qui ment, mais tout le monde se serre la main en se disant ça va. Le résultat, c'est des risques psychosociaux pour les équipes, c'est de la souffrance parce qu'en fait, on a du crunch qui est généré, non pas parce qu'il y a eu une erreur, parce que quelqu'un est malade ou je ne sais quoi, ce qui serait déjà pas une justification, hein. Il y a des CDD, ça existe pour remplacer. Donc, pour nous, la question, c'est de dire, est-ce que c'est normal que pour beaucoup de gens dans l'industrie, la question se pose entre fonder sa famille et garder son job? Est-ce que pour beaucoup de gens dans l'industrie, c'est normal qu'on souffre, qu'on ait des burn-out en boucle, que les gens comptent leur burn-out en fonction du nombre de jobs qu'ils ont eu? Et pour nous, évidemment, c'est pas normal. Ça, c'est une question d'organisation qui est derrière, et c'est une question de temps de travail. Effectivement, pour nous, la logique, ce serait de dire, il faut qu'on arrive à réduire les promesses intenables qu'on fait, et qui, à notre sens, en plus, ne sont même pas bonnes pour la qualité des jeux. En mettant toutes ces features, en agrandissant la taille du terrain de jeu, en fait, on n'améliore pas forcément la qualité du produit, on n'améliore pas forcément la satisfaction des gens qui reçoivent le produit à la fin. Et donc, pour nous, c'est même pas forcément productif. Par contre, le résultat clair, c'est des gens en détresse mentale et des gens physiquement cassés. Je pense qu'il y a aussi un effet de bord sur ce côté de la désorganisation. C'est que, en fait, on a tendance à beaucoup penser par projet. Et que du coup, et on se dit, bon, c'est ok d'user les personnes sur un projet parce que c'est la fin du projet, etc. Mais il y a aucune projection sur du long terme de se dire que en fait, faire des jeux vidéo de manière compétente et de manière de qualité, en fait, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et pas sur un seul jeu. Garder des équipes en bonne santé, qui apprennent de leurs erreurs, qui ont le droit de faire des erreurs aussi sur des jeux, c'est très important. Et c'est quelque chose qu'on permet pas dans l'état actuel des choses. Aujourd'hui, si on fait un bid, ben l'entreprise elle est dissoute et puis les équipes avec et tous les savoirs avec. Et en fait, on tombe dans un cycle où on refait des équipes avec des nouvelles personnes, avec des gens qui peut-être ont travaillé sur d'autres projets mais pas avec les mêmes personnes et on recommence de zéro. Et ça c'est une perte qui est considérable en fait en termes de qualité, en termes de potentiel de production. C'est quelque chose qui est vraiment pas désirable et sur lequel pourtant on se base en se disant c'est pas grave, c'est une production et on recommence de zéro la prochaine fois. Ouais, tu disais quand les jeux font un bid, mais je voyais même quand juste les chiffres sont en dessous des attentes délirantes qu'il pouvait y avoir. Je pense notamment l'année dernière au Prince of Persia qui était développé à Montpellier où juste il s'est un peu moins bien vendu que ce qui était attendu et alors que c'était un super jeu, une équipe qui avait super bien bossé et du coup ce que j'ai compris c'est que l'équipe a été dissoute carrément. Ouais, a été dissoute. Ouais, c'est ce qui s'est passé sur Prince of Persia, alors que eux, ils voulaient garder cette équipe pour en faire un 2, de ce que j'ai compris. Et quelque chose qui, du coup, en plus, aurait coûté beaucoup moins cher parce que bah, toutes les erreurs qui avaient été faites dans la production du premier, bah, on les ferait plus et on savait très bien comment on faisait un Prince of Persia 2. Il me semble que c'était aussi le cas sur l'équipe de Jusant qui voulait faire un DLC et qui a été dissoute avant ça parce que bah, les attentes étaient en deçà de ce qu'espérait le studio. Et en fait, c'est un schéma qui est récurrent dans les industries, enfin dans les entreprises, de se dire bon bah tant pis, on a bidé, ou bien c'était un peu moins nul que ce qu'on avait promis aux investisseurs ou à l'éditeur, enfin, un peu plus nul que ce qu'on avait promis aux investisseurs ou à l'éditeur. Et du coup, bah, c'est fini, on remballe et puis on recommencera avec d'autres personnes, quoi. Enfin, et ça, c'est délirant. Ouais. Donc ça rejoint complètement la dernière revendication qu'on a sur la participation directe des travailleurs et travailleuses aux décisions dans leur entreprise. En fait, ce qui est crucial ici, c'est la notion d'expertise.
notre industrie, elle ignore complètement cette notion, à part pour quelques postes très précis et quelques personnes souvent très précises. Il y a un déni complet du fait que les gens se sont formés, que les gens apprennent, que les gens s'améliorent au cours du temps. Il y a aussi un déni complet d'ailleurs de formation, c'est-à-dire que non seulement on considère qu'on s'améliore pas, mais en plus on nous en donne pas les moyens, donc c'est très bien. Et derrière, ce qui se passe, c'est qu'on a une captation des décisions par des gens qui n'y comprennent rien. Et je pense que de plus en plus le roi est nu, et qu'en fait, autant fut un temps, venir avec beaucoup d'argent, recruter des gens, faire un jeu et se barrer, ça pouvait marcher. Autant aujourd'hui, justement, si on ne s'appuie pas sur cette expertise, cette connaissance, etc., on n'arrive plus à toucher les gens. Et ça, c'est quelque chose qui se ressent beaucoup. Et qui fait qu'en fait, cette expertise acquise par des projets, par du travail sur des jeux similaires, etc., c'est quelque chose que les décisionnaires ignorent complètement, alors que ça devrait driver complètement les décisions. Donc pour nous, c'est super important de remettre ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je parlais du fait que le roi est nu, il y a un petit peu ce côté pour les travailleurs et travailleuses, c'est que souvent quand on discute, on nous dit pas ah vous êtes fou, pourquoi vous remettez en cause le patron, etc. Ce qui pouvait s'entendre il y a encore quelques années, hein, parce que effectivement il y avait un peu ce mythe, comme il y avait beaucoup d'argent dans l'industrie, on se disait bah ces gens font tellement d'argent, ils doivent savoir ce qu'ils font. Et en fait aujourd'hui on se rend compte que bah non, en fait ils étaient là au bon endroit au bon moment, avec suffisamment d'argent pour démarrer. Globalement, au sein de l'industrie, moi j'ai eu l'impression que cet appel était plutôt bien perçu. On a eu quand même des gens qui étaient assez enthousiastes, même s'ils n'étaient pas forcément syndiqués, et qui nous ont dit qu'ils nous rejoignaient, etc., etc. On attend aussi les réponses des autres syndicats, mais pour l'instant ça avait l'air d'être aussi plutôt positif. On est encore en discussion avec eux, mais a priori il devrait y avoir certains syndicats qui nous suivent. Au niveau des joueurs, c'est un peu plus compliqué à savoir parce que en fait les joueurs c'est une masse qui est assez informe et qui est un spectre de beaucoup de gens. Donc on a évidemment eu comme tout le temps en fait, on a eu des réactions de solidarité, mais on a aussi eu, enfin je veux dire en général on a de tout. On a des gens qui trouvent que les jeux leur sont acquis et que du coup on devrait pas se plaindre en tant que travailleur du jeu vidéo, que on a un super métier et que on serait mieux de faire nos jeux bien et d'arrêter de se plaindre. Bah évidemment c'est une tranche spécifique de la population des joueurs et c'est quelque chose qu'on a toujours. Après c'est quelque chose sur lequel on doit encore essayer de se positionner et de trouver un angle d'approche par rapport à la relation aux joueurs STJV, je pense, parce qu'on n'a pas encore de dialogue spécifique par rapport à ça. Bah, là-dessus aussi, ce qui est important à noter, c'est que les industries, dans l'industrie, les entreprises font tout pour nous empêcher en fait de parler aux joueurs, hein. Il y a une culture du secret absolue. On signe des accords de confidentialité qui, à mon sens, pour leur majorité, sont complètement illégaux. Mais bon, ça c'est autre chose. Et en fait, derrière, il y a effectivement cette notion de contrôle en fait de l'entreprise. Qui souvent d'ailleurs va carrément nous dire t'as pas le droit de parler sur les réseaux sociaux, surtout ne parle pas de la boîte, ne parle pas de ton travail. Enfin voilà, il y a un côté, on a l'impression de bosser pour, je sais pas, d'assaut sur des missiles intercontinentaux ou que sais-je, alors qu'en fait non, on fait des jeux vidéo quoi. Faut se calmer un jour. Et l'autre chose, c'est effectivement dans nos revendications. Nous, effectivement, on n'est pas juste dans la défense d'un petit privilège. Et comme je le disais un peu avant, quel privilège d'être sous-payé pour son diplôme. On est plutôt dans la volonté aussi de pouvoir bien faire notre travail. Et pour nous, bien faire notre travail, ça implique de faire des bons jeux à la fin. Et on le voit, hein, dans l'industrie, il y a des studios, on peut penser à l'exemple de Supergiant Games, par exemple, qui arrivent à s'organiser de manière un peu moins toxique et qui arrivent à sortir des très bons jeux, etc. Donc l'un n'est pas du tout en contradiction avec l'autre. Évidemment, dans l'écosystème médiatique, les réseaux sociaux, etc., on voit aussi beaucoup de réactions un petit peu délirantes là-dessus. On peut penser notamment
en fin d'année dernière, il y avait une grosse grève à Ubisoft. On avait plus de 25% des employés en France qui ont fait grève. On a eu des studios ailleurs dans le monde qui nous ont suivis. Et effectivement, une des réactions des joueurs, c'était il y a un drapeau LGBT sur le piquet de grève, c'est les woke qui veulent détruire Ubisoft. Sachant que quelques mois avant, ils se gargarisaient des mauvais résultats d'Ubisoft en disant Ubisoft est woke, mort à Ubisoft. Il y a un côté un peu comment dire, il y a un côté complètement hypocrite à ça, c'est qu'en fait eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils veulent dire par woke. De toute façon, c'est juste l'ennemi. C'est un terme, c'est judéo-bolchevique. C'est comme ça. On met ça sur quelqu'un pour pouvoir le détruire. Et en fait, c'est des gens qui vont passer leur journée à se plaindre que les grosses entreprises font n'importe quoi, que les grosses entreprises font des mauvais jeux, les maltraitent, les traitent comme des portefeuilles, pour ensuite dire les travailleurs qui en ont marre en fait de ces conditions-là. C'est eux le problème. Tout ça, c'est quoi? C'est à la fois une mécompréhension totale de comment fonctionne l'industrie, encore une fois, tout à fait encouragée et nourrie par la logique de secret absolu de nos entreprises, et évidemment des manipulations de gens d'extrême droite notamment, qui sont trop heureux en fait de s'en prendre à des gens qui pensent pas comme eux, et qui de toute façon n'ont pas vraiment de but à part de faire de l'outrage, de faire du clic, et qui donc du coup sont un peu dans une démarche nihiliste où finalement taper sur Ubisoft un jour puis taper sur les gens qui critiquent Ubisoft le lendemain, c'est pas grave, c'est pas incohérent parce que l'important c'est de se trouver des cibles. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter avant qu'on conclue? Ah oui, si, parce qu'on a beaucoup parlé, du coup on a parlé de la réception dans l'industrie, de la réception par les joueurs, mais nous on espère qu'il y a aussi une réception par les pouvoirs publics, parce que un des sujets un des sujets de fin 2024, c'était le CJV, donc le crédit d'impôt du jeu vidéo, qui est un crédit d'impôt public pour les grosses entreprises. Et une des choses qu'on veut pointer aussi, c'est la manière qu'ont les entreprises d'utiliser le public comme un portefeuille gratuit, entre guillemets, sans aucune redevance et aucune justification sur le type de jeu qu'ils font derrière, sur les conditions de travail qui sont autour de ces jeux. Donc en fait, on peut avoir des studios qui sont dans des affaires de harcèlement moral, ce genre de choses-là, donc qui passent en justice, mais qui ont bénéficié d'aides publiques sans qu'il y ait aucune justification vis-à-vis des pouvoirs publics, et en fait personne ne se penche dessus. Et ça c'est un vrai problème parce qu'en fait ça veut dire que l'État donne de l'argent à des entreprises qui potentiellement en fait sont contre la loi, et c'est vraiment quelque chose qui est pas acceptable, et donc on aimerait bien que on a commencé les contacts institutionnels évidemment dans le cadre du STJV en général, mais on aimerait beaucoup que ce soit un sujet qui soit mis en avant, parce que en fait c'est quelque chose qui est pas possible, et que quand certaines entreprises sont littéralement sous perfusion publique, pour survivre, c'est quelque chose qui doit être examiné de plus près, quoi. Et pour ajouter à ça, un point qu'on essaie aussi de pousser vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est aujourd'hui le crédit d'impôt jeux vidéo, c'est donc pris sur le budget de l'État, c'est-à-dire que c'est compensé par une taxe sur le tabac qui est ensuite annulée. Voilà, c'est comme tous les crédits d'impôt de ce genre-là. Donc c'est de l'argent pris dans les caisses de l'État pour financer le jeu vidéo, dans la logique de dire on veut conserver des emplois en France, etc. C'est-à-dire que nous on remet pas forcément en cause le fait qu'il puisse y avoir de l'argent alloué aux jeux vidéo. Par contre, on pense qu'effectivement en termes de compensation, en termes de conditions d'accès, il y a des choses à revoir. Et il y a une autre discussion aussi à avoir sur le fait que on se pose sérieusement la question de savoir si cet argent ne devrait pas venir de l'industrie elle-même. Parce que aujourd'hui, une autre aide un petit peu moins importante que à peu près 10 fois moins importante que le CJV, mais qui est la deuxième plus grosse aide en France
aux jeux vidéo, c'est une aide qui vient directement du CNC. Et donc aujourd'hui, c'est quand même un peu étrange de voir que le cinéma, qui est une industrie qui est mature et peut-être croît un petit peu moins, va financer le jeu vidéo, qui est supposément la première industrie du divertissement en France. Et on demande si on ne devrait pas avoir aussi une logique un peu similaire à celle du CNC, qui consisterait à dire il y a une taxe sur les produits du jeu vidéo en France qui servirait à financer les aides. L'avantage de ça étant évidemment que, on arrête de gréver le budget de l'État pour une aide à une industrie qui est supposément prospère, et deux, une question de gouvernance, parce que aujourd'hui, ces aides-là, elles sont accordées par des agences qui sont pas forcément contrôlées, enfin en tout cas qui sont pas forcément visibles, qui n'ont pas forcément de retour aussi de l'industrie. Et pour nous, il nous paraît absurde que les travailleurs et les travailleuses ne soient pas consultés dans l'attribution de ces aides. Or, aujourd'hui, la commission d'attribution de l'aide du CNC, par exemple, elle est à 75% composée de patrons du jeu vidéo. Donc, c'est littéralement des patrons qui s'accordent leurs propres aides. Pour nous, ça, c'est complètement absurde, et ça fait partie, en fait, de cette logique d'industrie qui prend sans jamais vraiment se sentir redevable ou juste sans jamais avoir à rendre des comptes. Voilà. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour cet échange. Surtout, bon courage pour la préparation de la grève générale du jeu vidéo le 13 février prochain. On aura évidemment l'occasion de revenir sur le sujet dans les prochaines semaines. Et en attendant, si vous êtes joueuse ou joueur, pensez à soutenir celles et ceux qui réalisent vos jeux vidéo en exprimant votre soutien. Et vous pourrez retrouver dans les liens de la vidéo la caisse de grève. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez aussi à donner un petit peu, ça peut aider les camarades à tenir. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Égalité, à laisser les pouces bleus, etc., etc. Et à très bientôt.